Mais il y avait aussi, je pense, et c'est un peu a posteriori, cette idée que peut-être dans son époque ou de sa génération, la beauté pour les femmes, il y avait, c'était, c'est toujours le cas, mais c'était peut-être encore plus prononcé à l'époque que le fait d'être belle, c'était un des rares pouvoirs à disposition. Donc, disons que ça ouvrait des portes, ça permettait de faire des choses. Encore une fois, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore peut-être plus limité à son époque. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Maud Girard. Contexte sanitaire oblige, il s'agit encore d'une interview à distance. Du coup, la qualité sonore n'est pas toujours au max de ce que j'aimerais, mais j'ai fait de mon mieux au montage. D'ailleurs, là, vous allez avoir le micro de Maud qui va frotter pendant 5 minutes. Normalement, je préviens l'invité au bout de quelques secondes quand ça arrive, mais là, on était sur un sujet hyper profond. J'ai pas voulu l'interrompre, mais ne t'en fais pas, c'est temporaire. Ce petit souci mis à part, je suis très content de te présenter cet épisode. Maud est photographe et nous a parlé de plusieurs sujets que je te laisse découvrir. Mais celui qui m'a le plus marqué est celui de la démarche de réconciliation intergénérationnelle entre nos parents, nos grands-parents et nous. C'est un sujet qui me parle particulièrement, mais je ne te spoile pas davantage. Installe-toi confortablement, règle la vitesse de lecture de manière optimale pour toi, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une très très belle écoute. Eh bien, je suis avec Maud Girard. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas. Donc Maud, tu es photographe et je lisais que tu avais commencé la photo à l'âge de 13 ans. Tu peux nous raconter ça parce que ça m'a l'air hyper jeune. Comment t'es tombée dans la photo quand t'étais plus jeune? Donc j'ai commencé effectivement la photo à 13 ans à la MJC de la ville où j'habitais. J'ai appris en fait, on faisait du tirage, du développement noir et blanc. C'était Ah des oui, c'est cours des de photos développement. argentiques. Exactement. Donc on avait des labos, on faisait des photos l'après-midi, ça devait être le mercredi, et puis après on apprenait à développer en chambre noire avec le révélateur, le fixateur, tout ça. C'était assez incroyable de pouvoir avoir la chance de faire ça à cet âge-là. C'était magique. Et qui t'y a amené? Parce que j'imagine que je t'ai pas dit de toi-même, enfant, je vais faire de la photo. Je faisais beaucoup d'activités quand j'étais plus petite, et puis là, je crois que c'est une copine qui disait: «Ah, j'ai vu qu'il y avait des cours de développement, venez, on fait ça», et du coup, avec mes 2 meilleures amies, on s'y est inscrites et on suivait ça, ensemble. Et t'as tellement kiffé que t'as continué. J'ai vraiment en fait, je crois que c'est le moment où tu vois les images apparaître, et aussi le fait de il y a le moment de la prise de vue, bien sûr, mais c'est vraiment le moment où tu as ton papier blanc, tu le mets dans le bac, l'image apparaît, et il y a vraiment un truc assez incroyable qui se passe, quoi. C'est c'est pas étonnant que la photographie soit accusée de magie dans certains pays ou dans certaines cultures. Ah bon? C'est assez ouais, 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 bah oui. T'as jamais entendu dire on accuse les photographes d'être des voleurs d'âme Ah ou si, voilà. si, dans des Astérix et dans des Tintins, oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose d'assez ouais, d'assez surprenant, et il y a pas d'autres disciplines à mon sens qui valent ce moment-là. Bon, après, bien sûr, ma pratique photographique a évolué vers le numérique, mais je crois que ces premiers contacts-là ont été déterminants, ça c'est clair. Ça te manque pas parce que tu parles de ce moment qui n'existe plus dans le numérique? On trouve d'autres choses dans le numérique. C'est vrai que c'est pas le même rapport à l'image, en tout cas pour moi. J'ai un labo chez moi, donc j'ai un agrandisseur, j'ai les bacs. Ça m'arrive de temps en temps de reprendre mon vieil argentique et de remettre les mains dedans, mais beaucoup moins souvent, j'avoue. Et puis c'est vrai que je suis pas encore calée. Je sais que ça existe, mais il y a des moyens de développer ces tirages avec des produits naturels.
que je ne maîtrise pas et je suis pas très à l'aise avec le fait de continuer à utiliser de la chimie. Donc ça a un peu participé à m'en éloigner, entre autres raisons, parce qu'il faut de la place, il faut avoir accès à de l'eau, etc. Et bon, j'ai quand même vécu longtemps à Paris, donc pas forcément l'espace pour créer un labo chez soi. Ouais, Mais en quand tout tu me cas, dis que t'as un labo chez toi, je me dis, oh, toi, j'habite dans un 22 mètres carrés, moi, j'aurais pas la place de faire un labo chez moi. bah, je l'avais fait dans mon petit appart à Paris à un moment donné, mais j'avais un bac dans la douche, un bac dans le lavabo, un bac sur les toilettes, quoi. Et j'avoue que c'était, voilà. Tu consacres ta soirée à ça, c'est clair que tu peux pas le laisser en permanence. Tu m'étonnes. Et je regardais, t'as fait du journalisme, que ça soit en études ou dans ton métier. Comment t'es arrivé là? T'es là, t'as ton bac et tu te dis, je veux être journaliste? Alors non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, au lycée, je faisais de l'audiovisuel et je faisais déjà du coup beaucoup de photos puisque j'ai continué la photo après cette expérience argentique. Je me suis mise au numérique, etc. Et en fait, donc un peu un bac audiovisuel où on réalisait enfin, c'était pas un bac audiovisuel, c'était un bac littéraire avec option audiovisuelle. Donc j'ai aussi découvert ce médium-là de l'image animée. Et en sortant du bac, j'ai fait de la sociologie, de la science politique, et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de raconter des histoires. Ah, c'est ça qui t'a Ouais. motivé, ces histoires. Ok. Et je ne voulais pas choisir entre l'écriture, la photo et la vidéo. Et je me suis dit, bah, le journalisme, pour ça, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que tu Et peux tout mélanger. parce que en fait, ouais, l'histoire que tu veux raconter, tu peux choisir ton support. En général, tu essaies de le choisir pour qu'il serve le mieux ton propos. Et après, il y a aussi des modes, hein, bien sûr. Et puis, tout dépend de ton diffuseur. Mais en tout cas, voilà, l'image un peu idéale que j'avais du métier, c'était celle-ci, c'était d'avoir ce choix-là. Et puis, j'étais très, très intéressée par la géopolitique, la géographie, l'histoire. Et du coup, parce que j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs dans ces matières-là au lycée. Et voilà, du coup, c'était un peu la suite logique. Quand tu dis l'image que t'avais du métier, tu sous-entends que le métier ressemble pas du tout à ce que tu imaginais? Ben, disons qu'il est un petit peu... il l'était déjà avant que je commence, hein, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est en perte de vitesse, et c'est un euphémisme. Mm. Avec la révolution du numérique, etc., il y a beaucoup de supports qui ont du mal à subsister, tout va très très vite, information gratuite ou information payante, il y a un gros débat là-dessus. Et du coup, ben moi, ma promo, on s'est un petit peu pris ça, on était ouais, à se le prendre de plein fouet à ce moment-là, et il y a encore plein de nouveaux formats, de nouveaux médias journalistiques qui n'ont pas trouvé de système économique viable. Et donc le métier en pâtit, l'information en pâtit. Et voilà. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui de raconter des histoires, c'est pas impossible. Il y en a des très très belles qui continuent à circuler, heureusement. Il y en a qui font ça vraiment très bien. Mais ça nécessite voilà, Donc, beaucoup de, beaucoup de temps, d'énergie et de détermination. si je comprends bien, t'es en pleine étude de journalisme quand la vague arrive, et tu prends ça comment? T'as peur, tu te dis c'est mort, tu te dis c'est compliqué, faut que je change de métier. Alors est-ce qu'elle arrive au moment où je fais mes études ou est-ce que j'en prends conscience au fur et à mesure parce que je suis quand même assez jeune quand j'arrive en école de journalisme, j'ai 19 ans, 18-19 ans. Euh, et ben, on se dit qu'on va y arriver au début, on se dit Mm. que oui, c'est compliqué, mais on veut pas trop y croire, et on ferme un peu les yeux, on ferme un peu les oreilles, et on se dit non, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis, donc on fait des études à rallonge pour essayer d'avoir un profil plus solide, d'acquérir des Ah, t'avais compétences. ça? T'as rallongé tes études pour ça? C'est-à-dire? Pas que pour ça, parce que je pense que j'aimais profondément les études, mais j'avais Ouais. aussi envie de maîtriser certains sujets plus précisément, et j'avais aussi envie ouais, d'avoir un profil plus solide, je pense. Donc j'ai continué mes études, et puis au fur et à mesure, c'est apparu assez clairement que c'est un métier, voilà, qui est difficile, difficile d'accès et très concurrentiel. Et donc tu rallonges, tu fais des langues orientales, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça?
En fait, je me suis spécialisée durant mes études sur le monde arabe. Donc l'idée, c'était de passer le plus de temps possible dans une région qu'on avait choisie et d'essayer de saisir les enjeux en fait d'actualité, les enjeux géopolitiques, les crises en cours. Voilà. Et moi, j'avais choisi l'Égypte et le Liban, donc j'ai passé un petit peu de temps là-bas. Ah oui, donc t'es sur place. Ouais. Ça t'a apporté quoi? T'as appris quoi là-bas? Oula, vaste question. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en tout cas là-bas? En Égypte, j'ai pris une grosse claque parce que pareil, je devais avoir 19 ans la première fois que j'y suis allée. J'étais un peu naïve, un peu hébétée. J'avais jamais vraiment voyagé. J'avais un peu voyagé en Europe, mais vraiment rapidement. Donc c'était mon vrai premier gros voyage loin de chez moi, loin de mes repères. Et en fait, j'ai pris une claque en fait, la claque que bah l'autre côté de la Méditerranée, les choses étaient différentes, que Hmm. tout fonctionnait différemment, la culture était différente, le rythme de vie était différent, la religion était différente, la lumière était différente. La lumière. La lumière est différente, ouais. T'as des couchers de soleil là-bas qui sont juste incroyables. Et puis voilà, j'essaye de pas dire des choses trop clichés parce que j'ai du mal avec ça, mais il y a quand même des écueils un peu inévitables. Et donc ouais, j'ai pris une claque en me rendant compte que je vivais finalement une vie assez privilégiée et que bah il y avait des pays où c'était plus compliqué et où on était beaucoup plus confronté à la pauvreté et à la difficulté de vivre et de subsister au quotidien que dans ma petite ville annécienne quoi, Ah, tu m'étonnes. d'où je venais. Donc ça a été extrêmement violent et en même temps hyper formateur puisque j'ai voulu y retourner le plus vite possible et y passer le plus de temps possible. Et après j'ai pris une autre claque puisque j'ai commencé à travailler là-bas pour un journal. C'est que bah, j'ai découvert que tout ce que j'apprenais en géopolitique n'était pas forcément vrai de part et d'autre de la Méditerranée et Ah, que c'est-à-dire? que des positionnements, les alliés n'étaient pas les mêmes, que il y avait des prises de position. Voilà, qu'est-ce que ça voulait dire que la censure, enfin l'autocensure dans la presse. C'était sous le régime de Moubarak, donc j'avais échangé avec une journaliste et je lui disais mais du coup vous subissez la censure ici. Elle m'avait dit non non mais ici il n'y a pas besoin de censure, on s'auto-censure tout seul, Hmm. entre autres. Et voilà, donc tout un tas de choses où j'ai vraiment un peu découvert à la fois le métier de journaliste de façon pratique là-bas, la géopolitique appliquée à des terrains très très différents, et puis tout ce que ça peut impliquer de voyager loin de chez soi, de devoir se refaire un entourage, s'adapter. Et Enfin, t'avais pas peur? T'es là, si j'ai compris, t'as 19 ans, 19-20 ans, et tu te dis, ouais. ah, je vais aller être journaliste en Égypte sous le régime Moubarak. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience, hein, honnêtement, parce que Hmm. c'est vrai qu'avec le recul, après, il n'y avait pas fondamentalement de danger à cette époque-là. Enfin, encore une fois, hein, c'était pas. Il y avait quand même des quartiers de prédilection, des expats. Faut pas fantasmer. Hein, on est Ah quand oui, c'est même. comme partout. Bah voilà, on est quand même En tous vrai, c'est dans. comme partout. Tous les endroits dont on dit qu'ils sont dangereux, en vrai, c'est dangereux si t'es dans le mauvais endroit au mauvais moment, parce que y a toujours des quartiers riches, privilégiés, où tu vois rien. C'est ça. Après, je sais qu'il est arrivé des mésaventures à certaines de mes copines. Je te cache pas que la vie quotidienne en tant que jeune femme au Caire était pas évidente. C'était assez compliqué à gérer, mais à un moment donné, tu te dis bah ouais, mais en fait j'ai choisi d'être là, donc bah tu mets ton poing dans ta poche et puis t'apprends à vivre parce que bah il y a pas que les. Enfin, moi on me disait beaucoup à cette époque-là, oui mais c'est parce que t'es occidentale, t'es blonde aux yeux bleus, mais maintenant enfin on sait très bien que les Égyptiennes souffrent beaucoup du harcèlement de rue et voilà et donc faut savoir aussi rester à sa place par rapport à ces questions-là quoi. Ça veut dire quoi, rester à sa place?
c'est de pas trop prendre la parole pour les autres ou voilà, avoir un discours un peu de défenseur. Ou je pense que oui, il faut en parler, et c'est sûr que moi j'en ai parlé autour de moi et ça paraissait des évidences pour beaucoup de gens, mais je me disais toujours bah oui, mais pour les Égyptiennes c'est encore autre chose. Enfin voilà, de me dire, j'étais très contente de voir des films comme, je crois que c'est Le Bus, j'ai oublié, il y a un chiffre après, qui est sorti peu de temps après, où on voit vraiment comment les femmes s'emparent de cette problématique-là, en enfonçant notamment des épingles à cheveux dans le cou ou les mains des hommes qui les tripotent dans les transports en commun. Oh, Pas forcément jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est ce film ouais. notamment là-dessus. Bon, après, je l'ai vu il y a un moment, donc je veux pas réécrire l'histoire, mais et ça m'avait vraiment touchée de voir que c'était mis en image, que voilà, que tout était noir sur blanc, tout était dit, tout était visible, et que voilà, que c'était dit, que c'était leurs mots, leurs paroles. Et Voilà. toi, ça a eu un rôle dans le fait que dans ton travail, tu mettes beaucoup la féminité en avant, ou rien à voir, c'était déjà quelque chose que t'avais? En fait, c'est marrant, mais il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que tout ce qui pouvait avoir un lien avec le fait d'être femme, ça a été présent depuis le début de mes études de journalisme, parce que je me souviens que j'avais même réalisé un portrait vidéo d'une prostituée lyonnaise qui s'appelle Karen, qui était assez médiatisée à ce moment-là et qui en fait avait pris la parole pour défendre ce qu'elle qualifiait elle-même des anciennes. Donc il y avait toutes ces lois qui avaient vocation à pénaliser la prostitution d'une manière ou d'une autre, et elle montait vraiment au front pour défendre ses droits en fait en tant que travailleuse du sexe. Et, et donc je l'avais rencontrée, j'avais fait son portrait en troisième année, et en fait après, à plein d'autres moments en fait de mon parcours, je me suis intéressée aux femmes de plein de manières différentes. Je suis allée en Inde à un moment donné dans le cadre d'un projet qui visait à créer un réseau de mise en relation de toutes les ONG locales en Inde. Donc j'ai rencontré pas mal d'associations aussi. À ce moment-là, je faisais les photos et les vidéos. Et enfin voilà, c'est 2-3 exemples des débuts de mon parcours où ça a été très présent, mais en fait ça a toujours été là, et ça a fait que se renforcer à travers les années, et mon point de vue a évolué, quoi. Hmm. Mais t'as pas un déclic à un moment où tu réalises? C'est vrai que la dimension plus féministe, plus militante est venue, s'est affirmée et est devenue consciente, je pense qu'à partir de MeToo. Ça m'a vraiment, j'ai un peu ouvert les yeux là-dessus, et c'est des questions qui m'intéressaient, mais j'ai pris conscience en fait de l'ampleur de tout ce qui pouvait être discrimination, de tout ce qui pouvait être violence tacite en fait à ce moment-là. Et donc oui, clairement, c'est quand tu me demandes est-ce que ce que j'ai pu vivre ou constater en Égypte a joué un rôle, clairement, ça fait partie de mon parcours et des choses qui m'ont construite, qui font que j'ai le regard sur le monde que j'ai aujourd'hui. Donc oui. Tu disais que ce qui t'inspirait, alors j'ai vu ça sur ton profil Instagram, que ce qui t'inspirait c'était le process. C'est c'est marrant, c'est un mot qu'on trouve rarement chez les artistes, c'est un mot qu'on trouve plutôt dans le business et dans les startups. Tu peux développer pourquoi t'as cette fascination pour le process? Eh ben, c'est marrant, mais parce que je sais pas du tout ce que ça signifie dans le vocabulaire start-up ou quoi. Je sais que pour moi, c'est le processus, en fait. C'est le processus artistique, le processus de création d'identité, le processus de la vie, en fait, au final. Et c'est venu d'un constat que, enfin, mon sentiment, c'est qu'en France,
on a un peu tendance à vouloir masquer les échecs, gommer toutes ces étapes qui font qu'on devient qui on est. Je pense au processus artistique principalement, mais ça s'applique à peu près à tout. Et que à un moment donné, quand moi j'ai commencé à me construire artistiquement, j'étais un peu en recherche de ça en fait. Je cherchais des exemples, je cherchais des modèles de gens qui avaient traversé ces étapes-là, et j'ai pas vraiment réussi à en trouver. Et je me suis dit c'est quand même dommage que qu'on n'ait pas accès à ces moments-là de vie en fait. Et, euh, et c'est ce que j'aime bien, je pense aussi, ce que j'ai écouté ton podcast, j'ai écouté plusieurs émissions, et je me suis dit c'est marrant, mais il y a vraiment de cette idée-là, quoi. Il y a vraiment l'idée de révéler, de montrer les temps morts et les temps forts en fait. Hein. C'est parce que il y a plein de gens très bien qui entreprennent des projets qui sont des très beaux projets, mais qui verront peut-être jamais vraiment le jour, ou qui auront jamais vraiment le succès qu'ils souhaiteraient avoir. Et au final, il faut en parler aussi, quoi. Des, des, Non. des, des bugs. En fait, c'est le truc, c'est qu'en plus, quand tu racontes ton histoire, tu racontes toujours la victoire. C'est intuitif, tu vois. Tu montres rarement tes coulisses aux autres. C'est clair. Déjà, tu les montres pas parce que en tout cas, je parle d'un point de vue très personnel. J'ai souvent l'impression que on voit mes émotions. Or, les gens me disent qu'on voit pas mes émotions. Et donc, il y a un décalage entre, je vais rentrer sur scène, par exemple, je fais une conférence où je suis hyper stressé. J'ai l'impression de trembler tellement je suis en panique, mais les gens le voient pas. Et donc, en fait, il y a ce truc de, on entend nos pensées à nous, mais on n'entend pas les pensées des autres, et donc on a l'impression que eux, ça va toujours, alors qu'en vrai, pas forcément. Ils ont aussi, pareil, leur cheminement, leurs difficultés. Ouais, c'est très vrai. Je ne saurais pas comment rebondir là-dessus. Et donc, toi, dans ta pratique, ça se répercute comment, cette histoire de process? Dans tes photos, dans ton travail? J'ai entamé 2 travaux photos personnels en 2018, ce que j'avais jamais vraiment fait, enfin en tout C'est cas quoi pas. un travail photo personnel? Je t'ai vu écrire ça, mais je comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont pas personnelles et des œuvres qui sont personnelles, ou c'est ta première œuvre? Qu'est-ce que ça C'est veut vrai, dire, un travail photo personnel? c'est vrai dit comme ça, c'est un peu con. C'est bien de le dire. En fait, moi, vu que j'avais fait beaucoup de photographies qui avaient vocation à couvrir des événements, ou D'accord, ok, je je comprends. m'étais intéressée à plus la dimension photojournalistique de la pratique photographique. Ok. Voilà, c'était pour vraiment montrer une séparation. Ah oui, d'accord. C'est photo personnelle par opposition. Et comme moi, quand je fais des articles, il y a des articles que je fais de recrutement versus mes articles dans l'atelier qui sont plus intimes et qui sont plus de moi. Ok. Exactement. Donc, donc t'as fait deux projets plus personnels, tu disais. J'en ai entamé deux, et du coup, il y en a un qui a vu le jour, un autre qui est toujours en process et qui évolue, mais et c'est Donc marrant. t'as un projet qui est depuis 2018 et qui est encore en process. Ouais. Tu peux nous en parler ou c'est encore trop Euh, vert? Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, c'est à ce moment-là, et c'est quand j'ai entamé ce projet, ou c'est pour ça que j'ai entamé ce projet, c'était l'idée de montrer justement ce processus. Un processus de création d'identité, un parcours artistique. Et, et voilà, et je me suis rendu compte que c'était difficile. C'est des projets au long cours que tu peux pas réaliser sur quelques mois. Parfois, ça peut prendre plusieurs années. C'est exigeant. Il y a des périodes où tu photographies plus, et ça pose énormément de questions d'un point de vue artistique, photographique, et en gestion du temps aussi, hein, tout simplement. Et voilà, mais en tout cas, c'était vraiment, voilà, cette idée de processus est très très présente dans ce projet-là. C'est dur à faire tout seul aussi, non? J'ai l'impression que pour le plus simple pour ça, ce serait d'avoir quelqu'un qui te suit en reportage entre guillemets et qui filme ton process. C'est dur de s'auto-analyser, enfin de s'auto-présenter. C'était pas sur moi, en fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Je, je suivais une amie dans son processus artistique, et dans sa création. Je sais pas si on peut pas dire création, mais dans le développement de son identité féminine, en fait. Je questionnais beaucoup ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, justement, avec MeToo, avec même tout ce que j'avais pu lire, ou
sur la photographie faite par les femmes, qu'est-ce que c'est qu'une femme photographe. J'avais assisté à des conférences où j'avais compris que pendant longtemps, la femme était un peu... la femme photographe se retrouvait de bon gré mal gré, hein, mais à traiter des thématiques plus liées à l'intime, l'espace domestique, à l'autoportrait, de par la distribution des tâches et des rôles, etc. Et du coup, je me disais, mais en fait, je me suis demandé, mais ça veut dire quoi être femme au final? Parce qu'on nous dit qu'on est femme, on nous dit on ne naît pas femme, on le devient, mais ça veut dire quoi? Moi, j'étais incapable de répondre à cette question me concernant. Et donc, c'est un peu ces questions-là et cette idée aussi de processus, puisque c'est assez lié finalement, qui ont été à l'origine de ces 2 projets personnels. Donc, Marraine, que je diffuse aujourd'hui un petit peu sur Instagram et que je présente en lecture de portfolio, et l'autre projet qui est encore en travail, en chantier. Il a l'air trop bien celui qui est en chantier. Je serais curieux de le voir si un jour, il sort. Mais parce que, et puis ça revient à ce qu'on disait, les gens, tu présentes rarement une œuvre avec ses coulisses. Quand tu montres un film à quelqu'un, alors il y a des making of, tu vois, mais c'est pas ce que les gens attendent. Ils ont besoin d'avoir on monte des œuvres déjà finies, donc ouais, ça a l'air hyper intéressant. Et la deuxième, donc tu dis Marraine, tu veux nous la présenter, en parler un petit peu? C'est une série qui est inspirée par ma grand-mère et par la relation que j'ai eue avec elle. Donc elle est décédée cette année, en début d'année. L'année dernière, pardon, on est en 2021, difficile à suivre en ce moment. Ouais, le temps passe vite avec les confinements. Et en fait, je l'avais entamée bien avant son décès, et parce que justement, j'avais cette question-là. L'autre projet est arrivé avant, il a commencé avant, et avec cette question du féminin, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réponde à cette question d'abord, en fait. Qu'est-ce que c'est pour moi que le féminin? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que je mets derrière ça? Et à ce moment-là, en fait, la vie m'a amenée dans l'appartement de ma grand-mère à faire des photos, voilà, pour d'autres raisons, des photos pas du tout artistiques. Et en fait, j'ai eu un déclic, quoi. J'étais dans la salle de bain et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu là que la réponse se trouve. Donc, parce que ma grand-mère, c'était une femme d'une élégance remarquable, d'une droiture et d'une classe. Voilà, c'était un sacré personnage, avec ce que ça implique aussi de relations compliquées, d'exigences, de normes à atteindre, voilà, d'apparence à sauver. Enfin, c'est très complexe. Mais en tout cas, une partie de la réponse se trouvait là, et j'ai commencé à photographier un peu ses objets, sa salle de bain, parce que je passais des heures quand j'étais gamine à trifouiller ses rouges à lèvres, ses parfums, voilà. Ça, je l'ai fait dans les 2 salles de bain de ma grand-mère, mais pour le coup, là, ça m'avait vraiment bien marqué. Et voilà, et ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, ça a suivi son chemin, en fait. Et j'avais une relation du coup assez compliquée avec elle, assez conflictuelle, puisque j'aurais voulu qu'elle soit plus tolérante et plus... Enfin, j'aurais voulu qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'était pas. Ça veut dire quoi, tolérante? Et ben, elle était beaucoup dans l'injonction, en fait. Elle était beaucoup dans le reproche, enfin pas dans le reproche, mais en tout cas, elle avait une idée précise de ce qu'une femme devait faire, comment elle devait le faire, à quoi elle devait ressembler, etc. Ce qui est pas Elle portait choquant aussi pour le elle, poids. Bah oui, elle portait aussi le poids de son époque. bien sûr. Et donc il y avait ça qui m'avait vraiment interpellée, et puis une phrase de la mère d'une amie aussi qui m'a accompagnée beaucoup, enfin pendant des années. Elle m'a dit, mais souvent on oublie, mais regarde la vie qu'avaient tes grands-pères et compare-les à celle de tes frères. Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Compare la vie de tes grands-mères avec la tienne. Et là, effectivement, waouh. Enfin, c'est quand même... Donc, je me suis dit, voilà, il y a quand même un gap énorme qui en termes d'années, est pas si grand. Mais voilà, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont changé. La route est longue encore, hein, mais il y a quand même du mieux. Et donc tout ça, voilà, m'a amené à vraiment réfléchir à cet héritage que j'avais pu recevoir sur ce qu'était la féminité. Comme tu l'as dit très justement, ça ne dépend pas que d'elle, c'est un contexte, c'est une époque. Elle-même a hérité de croyances qui venaient de sa propre mère, etc.
Et je me suis dit: «J'ai un peu envie de me défaire de ça». J'ai envie d'arriver à en cerner les contours, mais j'ai aussi envie de nettoyer et la photo m'a accompagnée toute ma vie de cette manière-là aussi, d'un point de vue personnel justement pour, dépasser, des moments, passer des caps de vie, alchimiser, transformer le moins bon en meilleur, digérer les choses et voilà et du coup, c'est un peu un outil à guérir aussi finalement. Donc Enfin, j'ai mis en scène, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de thérapies maintenant qui passent par l'art. Genre, de plus en plus de gens parlent d'art thérapie. c'est la narration, c'est un peu, oui, l'autofiction. On se re-raconte les histoires, on prend les rênes en fait. Et donc quand elle est partie, quand elle s'est éteinte, heureusement notre relation avait réussi à beaucoup évoluer et le fait de m'intéresser à elle de cette manière-là, m'avait fait percevoir les choses d'une manière complètement différente. Et voilà, je l'aime beaucoup et j'ai même un amour inconditionnel pour cette femme maintenant. Mais du coup, il a fallu accuser le coup de la perte parce que je pense que j'ai eu quand même 2-3 ans pour bien m'attacher à elle. Je dis pas que ça m'aurait moins touchée avant, mais là, ça n'avait plus rien à voir. Bien sûr, Et malgré bien tout, sûr. continuer le projet et lui donner une forme cohérente. Donc voilà, je suis partie sur le constat elle nous avait laissé beaucoup d'objets, beaucoup d'injonctions et, euh, et peu d'infos sur qui elle était vraiment. Et du coup, je mets en scène l'image que j'ai d'elle à travers ces objets, une image que je me faisais d'elle Hmm. et de ses injonctions. Tu parlais d'injonction de ta grand-mère. Il y a une photo où il y a écrit, alors j'ai peur de mal m'en souvenir, sois belle et tais-toi, un truc comme ça. Non, il faut souffrir pour être belle Ouais. sur une des photos. C'est une phrase de ta grand-mère ou rien à voir, c'est toi qui l'as rajouté? Non, non, c'est toujours des phrases qui traduisent ce qui était dit ou l'idée, ou enfin, c'était pas nécessairement dit toujours dans ces mots exacts, mais l'idée était là. Fais attention à ta ligne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faut faire attention à sa ligne. Elle m'avait fait tout un laïus sur. Elle était très très fière d'avoir réussi à garder le même poids toute sa vie, Ah, quasiment le même poids toute sa vie. C'est vrai que c'était quelque chose. La silhouette, c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup habité. Après, elle était passionnée de mode aussi, passionnée de vêtements, de tissus, de look en général, et elle avait une allure impeccable. Mais il y avait aussi, je pense, et c'est un peu a posteriori, cette idée que peut-être dans son époque ou de sa génération, la beauté pour les femmes, c'était, c'est toujours le cas, mais c'était peut-être encore plus prononcé à l'époque que le fait d'être belle, c'était un des rares pouvoirs à disposition. Donc, disons que ça ouvrait des portes, ça permettait de faire des choses. Encore une fois, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore peut-être plus limité à son époque. t'as parlé de prendre les rênes de l'histoire. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que enfin, qui m'a interpellé dans ce que tu disais parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Rising Strong de Brené Brown qui explique comment on développe la résilience, et elle dit que c'est comme ça, en prenant les histoires qu'on se raconte et en se les re-racontant. Tu peux développer, toi, qu'est-ce que ça a été chez toi de reprendre les rênes de cette histoire? En fait, ça a été d'arrêter d'entendre les phrases. Je dis souvent. J'aime bien cette idée. Quand j'étais petite, en gros, ces phrases, elles m'accompagnaient. Quand j'étais ado, elles me pesaient beaucoup. Et là, je me dis, maintenant, je suis adulte et faut que je les questionne, que je les interroge. Et donc, c'est les sortir de leur contexte et en même temps les y plonger complètement. C'est comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles ont été dites, qu'est-ce qu'elles veulent dire sur ma grand-mère, sur qui elle était, sur une époque, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait aujourd'hui. Donc pour moi c'est ça, reprendre les rênes. Et est-ce que l'âge te permet le fait de grandir, enfin de prendre en connaissance, te permet de mieux comprendre? Moi, je sais que tu vois là, j'ai un âge où je commence à avoir l'âge où je peux me rappeler de mon père à cet âge-là.
Et, Mmh. et du coup, parce que j'avais 6 ans quand mon père avait mon âge, moi j'avais 6 ans, et du coup, tu commences à voir les choses un peu différemment de l'époque. Je me dis attends, il avait 3 enfants à mon âge, mais comment il faisait? Moi je suis là, je serais en train de mourir. Et peut-être ça nous aide aussi à développer un peu d'empathie, de comprendre aussi d'où il venait et des sujets dont on parlait pas forcément. Tu vois, moi le racisme, c'est pas un sujet dont mon père m'a parlé explicitement. Il m'a juste dit quand je suis allé à Paris, ne sors jamais sans ta carte d'identité. Phrase que j'ai jamais trop compris. C'était juste un des rares moments où mon père avait peur. Mon père exprime rarement de la peur. Là, je sais que quand il me dit avant que j'aille à Paris, tu sors jamais sans ta carte d'identité, je comprends pas trop pourquoi. Mais je vois qu'il a peur et donc je le fais. Et c'est très rare, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui est un des rares jours où je suis sorti sans carte d'identité. Ça m'arrive maintenant beaucoup plus parce que je me suis un peu émancipé de ça. Mais forcément, je comprenais pas parce que j'avais pas lu l'histoire. Maintenant que je connais l'histoire de la France des années 70-80, ouais, je comprends mieux en commentaire. Est-ce que tu as eu cet effet, toi, avec ta grand-mère? Clairement. C'est l'aspect pas très agréable, c'est que et en même temps touchant, c'est que je me suis rendu compte que je lui ressemblais bien plus que ce que j'aurais aimé. Maintenant, je suis OK avec ça et je me dis: «Ah, c'est marrant». C'est OK, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, oui, ce projet a généré, une réconciliation, quoi, en fait, intergénérationnelle, pour moi. T'arrives à le montrer à des gens parce que c'est un sujet qui est intime ou t'as encore du mal à le montrer? Non, 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 je le montre. Je fais des lectures de portfolio en ce moment. J'ai toutes sortes de retours. C'est passionnant, c'est hyper intéressant de voir comment il est reçu. Parfois les gens se l'approprient, parfois les gens restent un peu effectivement à distance. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Hein, c'est des questions assez. De toute façon, je pense que voilà, on peut rarement faire l'unanimité. Ah, mais de toute façon, rien ne plaît. J'ai une phrase que j'adore, c'est Oui. tu peux être la meilleure pêche du monde, la plus goûtue. Il y a des gens qui aiment pas les pêches. Donc, forcément. Non, puis c'est ma première série, donc de cet ordre-là, et là, je la monte pour avoir des retours, continuer à avancer, et aller au bout, en fait. Là, je me dis, c'est un peu ma mission. C'est en plus un projet dont elle avait connaissance. Il a pris une forme qu'elle a pas eu le temps de connaître, mais en tout cas, elle savait que je la photographiais, je lui avais montré des images, tout ça. Donc, à partir du moment où elle est décédée, je me suis mis un peu à un tic-tac en me disant, il faut que ce projet, il existe, il faut qu'il soit là, quoi. Elle est plus là, mais il faut que le projet soit là. Donc voilà. Mais oui, j'aimerais pouvoir l'exposer à un moment donné, si l'occasion se présente ou si j'arrive à la créer, ça serait très très chouette. Tu peux pas l'exposer toute seule. Il faut forcément avoir quelqu'un qui le fait pour toi. Enfin, qui donne l'autorisation, je veux dire. Non, c'est pas une question d'autorisation, c'est plus, je pense que, je sais pas, peut-être un festival ou Hmm. ce genre de choses. Après, non, oui, je peux l'exposer de mon propre fait. Il n'y a pas d'obligation dans ce sens-là. Je le ferai peut-être. Pour l'instant, j'en suis pas là. Je l'ai terminé cet hiver. Je le montre, j'échange. Voilà. Tu montres à des inconnus, à des proches. Parce qu'il y a ce truc-là, parfois, moi, quand je fais des œuvres un peu intimes, j'ai d'abord le besoin de le montrer à des proches avant de le montrer à des inconnus total. Oui, je l'ai montré à des proches, mais là, non, je le montre à des professionnels. Je suis dans cette phase-là. Pile dans cette phase-là en ce moment. À la transition. Ouais. Je le montre, il y a des lectures de portfolio qui sont organisées régulièrement, même si tout est virtuel en ce moment. Ça permet quand même d'échanger, de montrer son travail et de le faire vivre, en fait. En attendant que les choses redeviennent un peu plus normales. C'est clair. D'ailleurs, ça a changé quoi dans ta pratique, toi, le confinement, le Covid? C'est arrivé juste après son décès, donc il y a eu un moment de pause. Ah oui! Ouais, Ah! Ah, le timing. ouais. Elle est décédée en février, quoi, 2020. Oh la Donc, vache. Oh. du coup, ça a été un peu le premier confinement, ça a été un peu un temps de pause, de réflexion, de réenvisager les choses par rapport à ce projet-là, mais par rapport à beaucoup de choses aussi. Hein. C'est quand même des moments assez
particulier qu'on vit tous en ce moment. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je saurais pas te dire en fait, parce que c'est la première fois que j'entreprends un projet comme ça et ça tombe cette année-là, donc Mmh, j'avoue. j'ai pas vraiment de recul en fait. Derrière ma question, il y avait aussi l'idée de, comment tu gagnes ta vie au quotidien? Comment tu gagnes de l'argent? Parce que c'est une question qui habite toutes les personnes qui font de l'art. Comment je fais pour financer tout ça? C'est une excellente question, Nicolas. Et j'ai pas forcément encore toutes les réponses à ce Ouais. stade-là. C'est un peu de la débrouille. Après moi, la photographie, ça occupe une grande part dans ma vie, mais j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt et j'ai développé d'autres compétences. Elles soient rédactionnelles, en communication. Enfin, je suis un peu une touche à tout et comme on l'est tous, je crois, notre génération. Et du coup, je suis consultante en communication. J'ai travaillé en agence pendant un moment en tant que C'est chargée de quoi une projet. consultante ça consiste en quoi une consultante en communication? Et bien, dans mon cas, l'idée c'est d'apporter un conseil, dans l'idéal auprès des associations, des organisations humanitaires, tout ce qui est stratégie de communication, les réseaux sociaux. Ça peut être comment dresser une campagne pour du fundraising. Ça peut être Ok, donc tout ça indépendante. C'est toi qui vas démarcher des assos, tu leur proposes tes services et tu factures. c'est ça. C'est ça. Et à côté, je suis en train de créer mon activité de photographe depuis très très peu de temps. Et voilà, donc ça a une vocation plus commerciale et tout aussi artistique. Et enfin, dans le sens où l'idée, c'est aussi de créer du beau et de créer des images et de raconter une histoire avec, mais de le mettre au service d'autres personnes que de mes histoires et de Hmm. voilà. C'est quoi une activité de photographe? Parce que moi, quand tu me dis une activité de photographe, je pense à des photos de mariage. C'est tout ce que ça m'évoque. Mais c'est marrant qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cette idée-là. C'était pas le premier à me dire ça et c'est vrai que c'est très ancré dans les esprits et pour le coup, ça peut être une des activités principales du photographe. Après, un photographe, en fait, il peut faire de la photographie d'entreprise, il peut faire des portraits de particuliers, il peut faire de l'accompagnement visuel d'entrepreneurs. Enfin, avec tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, les sites internet, les plaquettes. En fait, tout le monde fait appel à un photographe à un moment ou à un autre de son parcours. Donc en fait, un photographe, ça a 1001 casquettes. Donc là, tu vis de prestat, si j'ai compris, à droite à gauche, consultant en communication, ton activité, c'est comme ça que tu finances ton mode de vie? Plus ou moins, ouais. Il y a plus de volonté de refaire du journalisme? Euh, hmm, je saurais pas répondre à cette question. Je crois pas dans l'immédiat en tout cas. Il y a parle-nous de ce que t'as fait. Alors, je sais pas si t'étais journaliste à ce moment-là, mais t'es à Calais. Hmm. Tu peux Oui, nous raconter comment c'est passé? en fait, c'était toute une période où je développais tout ce qui était photojournalisme. Je me suis vraiment, Hmm. à un moment donné, intéressée à Hmm. cette activité-là et j'avais envie de réussir à en vivre. Et donc, j'ai multiplié les sujets, je suis allée vers les sujets qui m'intéressaient, en fait. Et donc, j'ai fait un reportage à Calais d'un week-end, ce qui me paraissait, moi, complètement énorme. Et en même temps, quand j'ai écrit aux rédactions en disant ouais j'ai des photos de Calais, tout ça, on m'a dit non mais et on m'a répondu gentiment. Hein. Ceux qui m'ont répondu extrêmement gentiment. J'ai eu de la chance, mais ils m'ont dit mais mademoiselle, il y a des gens qui passent 3 ans à Calais avant d'arriver à vendre des photos. J'ai fait d'accord merci. C'est là où j'ai compris un petit peu qu'effectivement la photographie c'était et le photojournalisme et la presse voilà c'était effectivement très très exigeant, très et, euh, et heureusement hein, et il y en a qui se battent bec et ongles pour y arriver. Et enfin, c'est des parcours qui sont difficiles, quoi.
Donc il y a eu Calais, j'ai passé un week-end là-bas et l'idée c'était de suivre un groupe de bénévoles, principalement de femmes bénévoles, encore une fois, décidément, qui en fait traversaient, qui étaient britanniques et qui se rendaient à Calais parce qu'elles se sentaient un peu coupables de ce qui se passait à Calais. Elles estimaient que c'était à cause de leur gouvernement et donc elles se rendaient aussi souvent que possible sur place et elles participaient à la vie de la communauté. Elles apportaient des vêtements, elles apportaient de la nourriture, elles ramassaient les déchets, etc. Pour les gens qui voient pas du tout ce que c'est, tu peux raconter rapidement ce que c'est, ce qui se passe à Calais? C'est un camp alors j'ai plus les dates en tête, mais qui a émergé, je veux pas dire de bêtises, parce que je t'avoue que ça date un peu maintenant pour moi, mais je pense que c'est sous Sarkozy. Parce qu'en fait, le Royaume-Uni et la France ont passé des accords où en gros le Royaume-Uni refusait d'accueillir ces réfugiés et la France s'engageait plus ou moins à essayer de les retenir, quoi. C'est des réfugiés de la guerre syrienne, si j'ai bien compris. Non, il y a des Syriens, Okay. mais il y avait aussi des Afghans, des Iraniens, des Okay. Irakiens. Je crois même que les Syriens n'étaient pas majoritaires. Ok, donc en fait c'est Calais parce que c'est des gens qui veulent aller en Angleterre. Le gouvernement français s'est engagé à stopper les gens qui vont en C'est Angleterre et ça. du coup ces gens sont bloqués dans le nord de la France, c'est ça? Ouais. Alors qu'ils veulent pas, eux, leur objectif c'était Oui, de. leur but c'est pas du tout d'être en France du coup. C'est ça. Donc souvent, Et pardon, non, je disais, c'est compliqué pour eux d'accepter d'avoir fait tout ce chemin pour être bloqué là, pour arriver dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, quoi. tu m'étonnes. Et donc ouais, photojournalisme, tu t'es pas dit que tu voulais faire un. En fait, le truc l'obstacle sur lequel tu t'es buté, c'est l'obstacle sur lequel on se bute tous et toutes. C'est ce que j'appelle le modèle de la loterie. Il y a plein de disciplines artistiques qui sont organisées comme ça. Il faut percer quelque part. Soit c'est parce que tu dois être édité quand t'es un écrivain, Mhm. soit parce que ta photo va être choisie par un journal. Et donc tous ces modèles-là, en vrai, sont compliqués, sont assez aléatoires. C'est pour ça que j'appelle ça la loterie. Il n'y a pas des moyens de faire du photojournalisme en totalement indépendant, en attirant un public, en monétisant d'une autre manière? Je sais pas. Honnêtement, je te réponds très honnêtement, je ne sais pas. Je pense que si, enfin, d'après ce que je crois comprendre du métier aujourd'hui et ce que j'ai cru en voir, c'est qu'en fait, la plupart des photojournalistes qui démarrent, financent eux-mêmes leurs propres sujets. Donc ils ont une activité à côté qui leur permet de, partir, souvent à l'étranger et de réaliser, ces sujets-là et ensuite de les vendre, aux rédactions en espérant que ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas toujours évidemment et malheureusement. Mais voilà et après effectivement, quand ça se passe bien, tu peux commencer à avoir des commandes ou travailler avec, des journalistes de presse écrite, partir en équipe, mais c'est très compliqué voilà, il faut avoir une activité à côté et avancer les frais et Mm. sans garantie de quoi que ce soit. Donc après oui, tu peux décider de raconter, d'avoir un blog, de créer ton propre média et de diffuser toi-même ton travail, mais la question reste la même, c'est qu'il faut le financer soi-même et voilà, il y en a plein qui le font, hein, et c'est génial, mais c'est pas mon choix pour l'instant. J'ai vu que tu avais lancé un projet qui s'appelle l'Atelier des curiosités. Alors, moi, le mot atelier, c'est un mot qui me parle beaucoup, puisque mon propre projet s'appelle l'Atelier Galita. J'ai vu qu'en plus le mot te parlait, parce que tu as écrit que tu t'insistais sur le mot atelier plutôt que le mot studio. Tu peux nous parler de ce projet? Mais justement, et c'est cette idée d'avoir une activité photographique où je peux raconter aussi les histoires des autres. Hmm. Donc, la photographie commerciale, quoi, la photographie pour tout un chacun. Et j'ai décidé de l'appeler Atelier de curiosité. C'est marrant parce que j'ai fait le post aujourd'hui. Et, et effectivement, on a ça en commun, l'idée d'atelier. Parce que en fait, je pense que si je me suis intéressée à tout ce qui était artistique, c'est que je passais beaucoup de temps dans l'atelier de ma mère quand j'étais petite. Ah, ta Et mère avait un atelier? ouais, C'est-à-dire? dans le garage, elle avait un coin à elle avec ses toiles, avec ses pinceaux, avec sa Ta mère a peinture. fait de la peinture? Ouais, En hobby ou en professionnel? ouais, un hobby, mais ça lui arrivait d'être exposée.
D'accord. quand elle commen ouais, ouais. Ah oui, donc t'as été plongé quand même assez tôt dans l'art en vrai, Ouais, autour de toi. ouais, c'est vrai. Donc ta mère avait un atelier, elle te laissait jouer dedans. Mais non, je ne jouais pas, je créais. Non, je rigole. Je m'amusais à faire à faire des bidouilles quoi, avec, ce que j'avais le droit d'utiliser, qui était pas trop fragile ou mais ouais, c'était des chouettes moments, de partage et puis, bah, j'avais ma feuille devant moi et je me disais: «Bah, là, je peux faire ce que je veux», je sais pas, c'était des moments, ouais, libres, enfin bon, on en a plein des moments quand on est enfant, où on se sent libre, mais, ça m'a bien marquée et en tout cas, puis c'était un endroit qu'elle adorait et du coup, pour moi, atelier égale, good vibes. Hmm. En vrai, t'as dit ça pour rire, mais jouer c'est créer, hein. Quand t'es un enfant, tu te poses pas la question. Il y a une phrase qui est tellement répétée qu'elle est devenue cliché, tu sais, c'est la phrase de, je sais pas, c'est Picasso qui dit ça, bref, peu importe qui dit ça, mais qui dit que tout le monde est un artiste quand il est enfant, et le plus dur c'est de le rester. Et en fait, ouais, quand t'es enfant, la démarche artistique est beaucoup plus logique. T'es là, tu fais des soleils, tu fais un nuage, le nuage ressemble pas à un nuage, le soleil c'est un demi-rond. Moi, je me rappelle alors c'est fou que cette histoire me revienne parce que je sais que je te l'ai déjà raconté, parce que je regardais nos échanges SMS avant de me connecter, et je me suis dit, mais pourquoi je lui ai raconté cette histoire et c'est fou qu'elle me revienne maintenant. C'est quand je dessinais des gens qui boudaient, je les faisais cracher des petits boudins. Parce que j'avais l'impression que bouder, ça voulait dire faire des boudins. Donc quand je dessinais des personnages qui boudaient, ils avaient toujours des boudins qui sortaient. Et en fait, ça, tu te poses pas la question quand t'as un enfant. C'est ça qui est ouf. Les enfants, ils font de l'art, mais spontanément. Non, mais en fait, c'est une inside joke. J'ai dit ça parce que apparemment, quand j'étais petite et que j'étais dans l'atelier, il y a le voisin qui est venu me chercher pour aller jouer et je lui ai répondu: «Non, je fais du Delaunay». Et c'est quoi les Delaunay? C'est un peintre et D'accord. j'ai répondu ça de manière, hyper sérieuse. Et à cet âge-là, tu sais déjà qui est Delaunay. Ouais, non, mais enfin, c'est que je devais être en train d'essayer de dessiner ce qu'il avait peint, quoi. C'est Hmm. juste, mais enfin, c'est très drôle. Pour ça, je dis oui, effectivement, je jouais au final, mais je jouais Donc à tu l'art. disais, l'atelier, tu jouais à l'art. J'aime beaucoup cette expression de jouer à l'art. L'atelier, t'avais l'atelier de ta mère, donc le mot te parle. Et là, tu lances l'atelier des curiosités. C'est quoi le but du projet? C'est de montrer, faire des photos pour d'autres gens? Ouais, c'est juste d'être photographe, en fait. D'être photographe et d'en vivre. Mais voilà, c'est et j'avais envie d'avoir un nom, qui raconte mon univers, aussi. Hem, qui est un site, en fait, ouais, qui raconte, qui je suis et qui s'intéresse aussi, aux autres. Parce que je me suis dit: «Pour cette activité-là, j'ai pas forcément envie que ce soit Maud Girard», enfin, Hmm. j'avais envie de créer quelque chose un peu différent et au final, c'est toujours pas derrière, hein, ça mais et curiosité, bah, parce que c'est ce que j'ai toujours, suivi, je crois, tout au long de ma vie, j'aime bien ce que dit d'ailleurs, Elizabeth Gilbert là-dessus. Je sais pas si tu Dis connais? quoi? Pas du tout. Dans Comme par magie, elle parle beaucoup de la passion et de la curiosité et elle disait qu'en fait, pendant longtemps, elle disait aux gens: «Mais il faut trouver votre passion, il faut trouver votre», et puis il y a plein de gens qui se retrouvaient un peu désarçonnés en se disant: «Mais j'ai pas de passion, mais du coup, mais je ne suis rien, je ne suis personne», et jusqu'au jour où en fait un lecteur lui a fait, la remarque publiquement, je crois sur un de ses réseaux sociaux en disant: «Mais ça me culpabilise de pas avoir de passion, de pas avoir une Hmm. vocation», et elle a dit: «Mais en fait, enfin, vous avez raison, ce qu'il faut faire, c'est suivre sa curiosité». Elle dit, elle dit ça dans peut-être pas dans ce livre-là, mais en tout cas, elle parle beaucoup de ces thématiques-là et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça», et j'ai lu, je crois, ton post d'aujourd'hui, heu, qui dit je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais cette idée qu'on ne sait jamais avant, en fait, Oui, pourquoi on fait les choses oui. et qu'on aime bien faire semblant qu'on sait et on aime bien se raconter Hmm. qu'on sait et parce il faut qu'on apprenne à se vendre, il faut Hmm. connecter les liens, voilà, enfin connecter les points plutôt que les liens et en fait, on fait les choses par intuition, par,
Et on fait même pas exprès, hein, c'est parce que les gens nous demandent en fait tu vois, dans mon interview donc c'est moi qui ai été interviewé, mon ami me disait après, ah c'est marrant, hein, parce que quand tu parles comme si tu t'étais toujours considéré comme artiste, alors que quand je t'ai rencontré, pas du tout. Et en fait, quand elle me l'a dit, je me dis, ah oui, c'est vrai, mais j'ai oublié cette période qui a pas si longtemps que ça, hein, on parle de 2018, bah, comme toi d'ailleurs, beaucoup de choses se passent en 2018, mais en 2018, aujourd'hui, bah, j'ai oublié. En fait, parce qu'en fait, quand tu racontes ton histoire, tu la racontes dans l'autre sens, tu sais déjà ce qui s'est passé. Donc tu la Ouais. racontes pas en gros, t'es là, alors c'est con, je fais des gestes dans la caméra, personne ne les verra jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des milliards de chemins possibles, et toi, à chaque étape, t'as peut-être 4, 5, 6 chemins devant toi, t'en prends un, puis t'en prends un, et donc à la fin, quand tu vas raconter l'histoire, tu vas raconter le chemin que t'as fait. Alors qu'en vrai, à chaque moment, bah, la bifurcation, c'était une galère. Et ça, oui, tu le racontes pas, parce que soit tu l'oublies, soit t'as pas le temps, mais ouais, c'est naturel, en fait, de raconter l'histoire d'une traite comme si elle ne bifurquait jamais. Ouais. Il est cool ton livre, c'est quoi c'est comment il s'appelle, tu m'as dit? Comme par magie. Comme par magie. Ça me parle parce que je suis en train j'ai lu moi So Good They Can't Ignore You, pardon pour cet accent. Il raconte justement ça, que le conseil trouve ta passion paralyse beaucoup les gens. Et or c'est un conseil que je donnais moi aussi. Et effectivement il dit pas exactement comme Elisabeth suive ta curiosité, mais il dit bah fais plein de trucs. Au bout Mm. d'un moment tu vas devenir bon dans des trucs. Et les trucs dans lesquels tu vas être bon, bah tu vas y prendre plaisir, et ça va t'amener à d'autres trucs, et puis en arborescence, tu vas finir par déboucher sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je sais pas si elle le dit dans ce livre, mais en tout cas, ce qu'elle dit aussi, ça c'est sûr dans ce livre, que du coup je lisais en 2017-2018 et qui m'a beaucoup aidée, parce que je me posais la question de, justement, celle que tu m'as posée il y a 4 minutes, comment vivre de sa passion, comment monétiser tout ça, et elle balaye un peu tout ça, et d'un revers de main, elle dit, mais il faut pas museler et castrer sa créativité en lui demandant immédiatement d'être rémunératrice. Et je crois que c'est un pari. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle a raison, quoi. C'est que il faut réussir à subvenir à ses besoins et créer à côté, mais pas se flageller en se disant, ah bah je suis nulle parce que j'arrive pas à vendre mes photos, à vendre mes toiles. Non, enfin, c'est deux choses différentes en fait. Et puis tu finis par développer des compétences. Ce que tu disais sur le fait que tu as développé des compétences en constante communication, bah il y a pas que la créativité, il y a aussi tes études, j'imagine. Mais en fait, tu vois, moi typiquement pour le podcast, quand j'étais petit, je faisais des chansons parce que ça me faisait rigoler de faire des chansons à 15 ans. Et du coup, j'ai appris à faire du montage audio. Alors les rudiments, hein, je suis pas un grand monteur, mais c'est des trucs qui après m'ont servi dans le futur. Ouais, c'est clair. Mais quand je les ai faits, je me disais pas, je fais ça pour un jour faire un podcast avec Maud Girard, tu vois, c'était pas l'idée, il y avait pas de plan. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose? Hmm. Un sujet qu'on n'a pas abordé, que t'aurais aimé aborder? Bah écoute, non, là, je crois que t'as vraiment bien fait le tour, hein. Il y a un truc que t'aimerais dire à la Maud de 18 ans? J'aimerais lui dire, on t'a pas dit d'aller vite, ça va aller, et profite. Ça veut dire quoi, on t'a pas dit d'aller vite? C'est-à-dire quand t'étais de 18 ans, t'avais cette idée de il faut faire les choses vite? J'ai aucune patience. Ah bon? Je n'ai absolument aucune patience, et c'est quelque C'est chose vrai? que j'ai commencé à développer en apprenant l'arabe. Ok. Parce que c'est vraiment pas naturel chez moi, et en fait, bah, au fur et à mesure, en vieillissant, on apprend, hein, on apprend à prendre son temps, à être ok avec les choses qui vont pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais ouais. Donc c'est Voilà. quelque chose que j'aurais bien aimé, enfin, qu'il faut que je muscle encore, je pense. Hmm. Mais la photographie, c'est pas complètement un truc où t'es patient tout le temps, ou t'es patiente tout le temps, c'était pas tu te poses, attends une prise de vue, même le développement, tu parlais de développement, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est un art qui est pas très, enfin, qui est rapide parce que c'est instantané,
mais sans l'être. C'est pas faux, mais la prise de vue, tu dis la photographie, quand tu es en manif, je t'assure, faut être super Mm. réactif, hein. Mm. Tu cours, tu vas en tête de cortège, tu remontes le cortège, comme un saumon, tu passes ta journée à courir, quoi. Donc non, toute la la photographie en général, il y a plein de manières de la pratiquer. Aujourd'hui, la manière que j'ai de la pratiquer est beaucoup plus, posée et cetera, mais en vérité, il y a plein de manières de photographier, les choses, quoi. Mais par exemple, si on parle de patience, j'ai vu une de tes photos où, alors je suis pas sûr d'avoir la ref, hein. Moi, de ce que j'ai compris, donc c'est une sorte de clémentine orange, moisie, et moi, ça me fait penser à la terre est bleue comme une orange. Je sais même pas qui a dit ça, je sais plus qui a dit ça, j'ai ça dans ma tête. Je sais que quelqu'un a dit ça un jour, et j'ai vu cette photo, ça avait pensé à la terre est bleue comme une orange. En plus, le hashtag, il y avait Earth, dans le hashtag, planète Terre. Donc peut-être qu'il y avait un rapport. Ça, j'imagine que l'orange, elle était pas là et t'as photographié en 2 secondes. T'as dû le préparer, le configurer. Bah, là, pour le coup, ça a été assez rapide. Donc et ça devait être peu de temps après le confinement et en fait, j'ai vu ça, j'ai trouvé que les moisissures, m'évoquaient vraiment, la planète Terre. Effectivement, il y avait vraiment cette idée-là et voilà, j'en ai fait une image un peu graphique, sans forcément avoir de référence en tête mais ouais, c'est Ah, donc aucun rapport avec la terre est bleue comme une orange. et non, c'est un Ah, c'est citron. ouf. Ah, c'est ouf. Ah, c'est un citron. Et d'ailleurs, comment tu fais pour t'inspirer? J'ai vu que tu parles d'influence, de cinéma, de sociaux, de littérature. Comment tu crées au jour le jour? Alors c'est toujours une question délicate, je trouve, parce que je saurais pas vraiment dire, encore une Peut-être la chose dernière fois, le dernier process que t'as utilisé, la dernière création que t'as faite, ça s'est passé comment? mmh. Bah, je me suis inspirée de photographes dont j'aimais le travail, je me suis inspirée de plein de, un traitement du noir et blanc qui me plaisait, je 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 saurais pas en fait, j'étais plus en train d'essayer de raconter, de trouver le meilleur format pour raconter ça, pour raconter cette histoire, que bien sûr que je me suis inspirée d'images que j'aimais, de photographes et cetera, mais il y a aussi toute cette tension entre, il y a les photos que j'aime et Mhm. puis il y a mon histoire et parfois, il faut aller chercher d'autres références que celles qui viendraient spontanément pour, se mettre au service de son histoire, donc c'est un peu ce qui s'est passé sur ce projet. Donc je suis pas très à l'aise à parler des références que j'ai utilisées parce que c'est pas spontanément les miennes. J'ai appris Mm. à les trouver belles, à les trouver intéressantes et elles m'ont servi et je me suis appuyée dessus, mais voilà, c'est, par contre pour le reste, bah, en fait, je pense qu'on est des espèces de transistors, hein, on est constamment en train d'entendre des choses, de voir des images, de discuter de choses, d'écouter des podcasts, de regarder des films, de lire des BD, des romans graphiques, de s'échanger des photos sur Instagram et cetera. Moi, je commence à avoir pas mal de livres photos aussi, je pense qu'en fait, ça infuse en permanence. Je pourrais pas te citer un livre qui m'a particulièrement, bouleversée ou qui m'inspire dans absolument tout ce que je fais, ni une photo, ni un photographe. En fait, c'est pluriel. C'est vraiment, Mm. ça vient de tout. On arrive lentement mais sûrement vers la fin. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudras partager avec les gens qui nous écoutent? Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais partager, tu voudrais recommander? Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être une chaîne Twitter, enfin un compte Twitter. Euh, Ça peut être un livre que tu offres régulièrement. Alors là, tu me prends de court. Je sais pas du tout. Non, non, j'ai Qu'est-ce que, vraiment pas de. qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Photographe indépendant Ouais, et c'est bien. de Éric Delamarre. Ok, ça raconte quoi? Bah, c'est un livre sur le métier de photographe indépendant avec les statuts, tout ce qui est administratif, les devis, etc.
Donc Ouais, tu te c'est lis pour te former, tu lis pour te former voilà, à l'activité que tu vas bientôt faire. c'est Et ça. il est bien? Ça se recommande si les gens ils veulent devenir Ouais, photographe vraiment, je le indépendant ou? recommande. OK. Après, voilà, ça peut être dissuasif aussi, donc il faut vraiment le prendre avec un peu de distance, mais il est super bien construit et il y a peu de réponses, peu de questions qui ne trouvent pas réponse dans ce livre. Cool. Si les gens veulent te retrouver, enfin retrouver ton travail, ils tapent quoi sur internet? Hem, je suis en train de réfléchir à ta question précédente en même temps, Ah! Ouais, vas-y, si tu veux revenir sur la question précédente, c'est open bar. parce que ouais, je je prends 2 minutes, hein. Vas-y, à ton temps. Mmh. J'ai d'ailleurs failli t'envoyer cette question à l'avance. Ouais, ça aurait été cool. J'ai failli te l'envoyer à l'avance. Je me suis dit: «Ah, ça risque peut-être de la prendre de court». Je dirais que la dernière BD qui m'a vraiment plu, c'est, je crois que je l'ai là, mamie. C'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff. OK, ça raconte quoi? Pourquoi ça t'a plu? C'est l'histoire d'Anaïs Nin. Euh, je pourrais pas vous la présenter mieux que ce livre. Je la découvre. En fait, j'ai découvert son travail par Digly la première fois sur sa page Instagram. Elle en parlait beaucoup et depuis longtemps. Mais j'ai jamais lu aucun de ses livres, donc je rentrerai pas dans une biographie de cette autrice, mais en tout cas la bande dessinée raconte son parcours, une partie de sa biographie. D'accord. Et c'était oui, une femme avec une vie hors norme pour son époque et puis hors norme tout court. Et les dessins sont absolument incroyables Pourquoi j'ai dit que c'est hors norme? parce que elle avait la volonté d'explorer, de tout s'autoriser, Mmh. d'avoir une vie de femme libre, artiste, multipliait les conquêtes. Elle s'est donné le droit d'être telle qu'elle était. Donc, Ça a l'air très sympa. Ça m'a donné envie de le lire. voilà. Et du coup, si les gens veulent te retrouver, quelque Alors, part. on peut me retrouver sur Instagram principalement, donc c'est @maud_girard. C'est super, super cool et sinon, atelier-de curiosité au pluriel. Cool. Merci à toi, Maud. Merci à toi Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.